Madame, Monsieur, bonsoir. Voici les titres de l'actualité de ce mardi 4 juillet. Et d'abord, ce constat affligeant fait par les parlementaires dans les prisons françaises. Les conditions de vie, disent-ils, y sont indignes. Députés et sénateurs réclament un débat national sur la politique pénitentiaire. Dans ce journal, le reportage d'Agnès Gardet et Frédéric Basile dans le service psychiatrique de la prison des Baumettes à Marseille. Jacques Chirac récidive devant le Parlement de Strasbourg. Le président de la République reprend les termes de son discours du Reichstag. Il promet que l'Europe ne sera plus la même à la fin de la présidence française dans 6 mois. Mais son discours tourne au débat de politique intérieure. Le coup de force du Conseil central de l'OLP. Après 2 jours de débat à Gaza, les Palestiniens décident de proclamer la création d'un État indépendant le 13 septembre avec Jérusalem-Est pour capitale. Et puis enfin, Quincy Jones, le célèbre jazzman, un monstre de la musique qui s'empare ce soir du Théâtre des Champs-Élysées pour diriger l'Orchestre national de France en hommage à Duke Ellington et pour célébrer, comme il se doit, le 4 juillet, la fête de l'indépendance aux États-Unis. Mais commençons ce journal avec un événement sur le Tour de France. Pour la première fois depuis 3 ans, un Français porte ce soir le maillot jaune. Laurent Jalabert et son équipe, la Once, qui avait boudé la grande boucle l'an dernier, se sont imposés cet après-midi dans le contre-la-montre par équipe entre Nantes et Saint-Nazaire. Alexandre Carra et Emmanuel Beck. La vie en jaune, c'est le rêve de tous les hommes du Tour de France. Laurent Jalabert et ses équipiers de la Once le savent bien, eux qui arborent cette couleur toute l'année. Mais ce soir, plus qu'une couleur, ce jaune est un trophée. Celui de toute une équipe qui a remporté le contre-la-montre. Un peu aussi une histoire de famille. Nicolas Jalabert, le petit frère qui court dans l'équipe de son aîné, a partagé la victoire avec Laurent. À 31 ans, Laurent Jalabert retrouve le plus beau des maillots après 5 ans de séparation. C'est presque une victoire, je dirais. Bon, même si on n'est pas encore au bout, je crois que prendre le maillot, ça marque les esprits. Pour ma part, j'avais déjà porté en 95 pendant 2 journées. Et bon, je crois que c'est un événement important dans la vie d'un homme, dans la carrière d'un coureur cycliste, et il faut savoir savourer ces moments-là. 70 km pour un contre-la-montre par équipe. Une épreuve un peu compliquée mais passionnante que l'on croyait oubliée du Tour de France. Il n'y en avait pas eu depuis 95. Seule difficulté du parcours, le pont de Saint-Nazaire. 3 km au-dessus de l'Atlantique, balayé par des rafales de vent. Et une pente à 6% qui, à cette allure, peut épuiser les meilleurs. Une formidable bataille entre 2 géants de la vitesse. L'équipe US Postal, menée par Lance Armstrong, le vainqueur du Tour 99, et la Once, l'équipe espagnole, menée par le Français Jalabert. À la fin, l'Américain, le favori, et ses hommes se sont inclinés. Tout sourire, les hommes de la Once. Les prochains jours sont à eux. Avant la montagne, voici venu le temps des rouleurs, des sprinteurs. 5 étapes pour briller, pour s'offrir encore un peu de ce rêve en jaune qu'ils aimeraient tant voir durer. On ne saura jamais ce qui a poussé Alek Wojtuk à assassiner un couple et leur fillette de 13 ans. Ce légionnaire en permission s'est donné la mort la nuit dernière dans sa cellule de la maison d'arrêt de Luynes, près de Marseille. Il s'est tailladé les veines et la gorge. Il venait d'être écroué après avoir avoué son crime. Yannick Aroussi, Christophe Larocca et Gérald Gallian. L'alerte est donnée vers 4 heures du matin. Le co-détenu d'Alek Wojtuk découvre son compagnon de cellule baignant dans le sang. Le jeune Biélorusse décède peu après son transfert à l'hôpital. Selon le parquet, les circonstances de la mort sont claires. Wojtuk s'est ouvert la carotide avec la lame d'un rasoir jetable fournie par l'administration pénitentiaire. Il dispose de petits rasoirs Bic, enfin Bic ou autre, vous voyez le genre de petits rasoirs, qui sont nécessaires à l'hygiène de tout un chacun. Les personnes se rasent à l'extérieur, et bien elles se rasent aussi à l'intérieur. Wojtuk ne pourra donc plus s'expliquer devant la justice. L'équipée sauvage du jeune légionnaire commence ici à Marseille, dans la nuit de vendredi à samedi. Il prend un couple et sa fille en otage pour voler leur voiture. L'histoire tourne vite à la barbarie. Dans cette forêt varoise, Wojtuk viole puis étrangle l'adolescente avant de poignarder ses parents. Rapidement interpellé à Toulon, le Biélorusse passe aux aveux. Alek Wojtuk, âgé de 20 ans, était légionnaire depuis 13 mois. Après sa formation dans cette caserne de Castelnaudary, il suivait un stage dans un hôpital militaire de Marseille. C'était quelqu'un comme monsieur tout le monde. C'était quelqu'un qui était consciencieux, qui n'était pas violent, qui était bien intégré dans sa section. À la Légion étrangère, on est donc abasourdi. Wojtuk a-t-il été pris d'un coup de folie? L'agression semblait en tout cas préméditée puisqu'il avait avec lui un pistolet d'alarme, des menottes et un poignard.
Et cette affaire intervient alors que les parlementaires s'apprêtent à rendre un rapport sur les prisons françaises. Leur constat est accablant. Elles sont indignes, disent-ils, après avoir visité toutes les prisons du territoire. Députés et sénateurs réclament un grand débat national et une loi pénitentiaire, autrement dit une véritable réflexion pour penser la prison et la changer. Yasmina Farber et Caroline Gauthier. Aucun établissement pénitentiaire n'aura échappé au regard des députés. Et pour clore cette enquête, c'est le président de l'Assemblée nationale en personne qui s'est déplacé à la prison de Mulhouse. Son analyse de la politique carcérale en France n'est pas tendre. Les prisons françaises sont indignes de l'état moderne dans lequel nous nous trouvons et que les conditions dans lesquelles ceux qui sont à un moment donné privés de liberté sont accueillis dans ces établissements. 5 mois de visite, des entretiens avec les responsables des prisons et les détenus, les députés rendent leurs conclusions. Les peines sont de plus en plus lourdes. Parallèlement, les libérations conditionnelles sont très rares. De plus, la loi sur l'emprisonnement individuel n'est pas respectée. Il manque 12 500 cellules. Les sénateurs, eux, ont ciblé leur enquête sur les maisons d'arrêt victimes de surpopulation carcérale parce qu'elles mélangent des détenus trop différents. Vous avez des longues peines en attente de placement en centre de détention. Il y a des gens qui attendent la cassation, etc., qui restent quelquefois 4 ans en maison d'arrêt. Et les prévenus, qui sont présumés innocents, je rappelle, sont des sous-détenus, qui n'ont droit à rien. Les parlementaires préconisent des établissements de taille moyenne. Ils souhaitent que les magistrats évitent l'usage trop fréquent de la détention provisoire et qu'ils s'impliquent plus dans la vie carcérale. 2 rapports alarmants. La commission d'enquête parlementaire va donc proposer une loi pénitentiaire. Objectif, avoir les moyens financiers d'oxygéner ces prisons françaises qui étouffent. Et au même moment, le ministère de la Justice s'est fait remettre un rapport confidentiel sur le suicide des détenus. On y constate que le taux de suicide en France est très important et place notre pays au 3e rang européen. On y constate aussi que les suicides sont encore plus nombreux dans les établissements les plus récents. Ce n'est pas le cas au Beaumet où se sont rendus Agnès Gardet et Frédéric Basile, mais leur constat dans le service de psychiatrie est tout aussi édifiant. La prison peut rendre fou. Ce week-end, un homme de 31 ans en détention provisoire au Beaumet s'est pendu dans sa cellule. C'est l'heure où l'on enferme les détenus à double tour. La nuit commence à 19 h en plein jour, tout s'arrête. Chacun se retrouve alors face à ses démons. Suicide ou tentative, dépression, psychose, la prison renferme aujourd'hui toutes les formes de maladies mentales. Une réalité que les surveillants sont les premiers à détecter. Il n'y a pas longtemps, un détenu, en cours de promenade, cherchait son frère à la fête de la musique. Parce qu'il se retrouvait au milieu d'une foule et je ne sais pas pourquoi, il se croyait à la fête de la musique et il cherchait son frère. Donc là, automatiquement, on se dit il y a quelque chose qui ne va pas et on le signale. Ici au Beaumet, il existe un hôpital psychiatrique au cœur de la prison. 34 places sont réservées aux détenus les plus gravement atteints. Les soins commencent par les médicaments, anxiolytiques, psychotropes, 4 fois par jour. RS. Ouais, parce que ça tourne toujours. Mais... Je vous ai marqué la consultation de jeudi matin. Et on verra le docteur Scotto. Hein? Antoine, incarcéré depuis 2 ans, est suivi pour une dépression nerveuse. Il est de ceux que la détention détruit à petit feu. Je suis encore parfois en instance de toujours avoir cette idée de morbidité. Je me sens inutile. Plus grave encore, le nombre croissant de détenus qui souffrent de maladies mentales avant même d'être emprisonnés. Des personnes exclues du système hospitalier que leur comportement ramène un jour ou l'autre entre les mains de la police, puis de la justice et enfin de la prison. Je me suis amusé à prendre des cachets, à boire de l'alcool, à fumer le shit. Et ça m'a détruit les cellules. Oui. Et j'ai pété un câble. De quelle manière vous avez pété un câble? Ça veut dire que j'étais plus moi. J'étais une autre personne. 10 000 prisonniers consultent chaque année psychiatres et psychologues de ce service. En complément à la psychothérapie, le soin par le travail et l'activité manuelle. J'ai tenté de me suicider, de faire des choses parce que je ne supportais pas. Donc le fait d'avoir vu un psychiatre, un psychologue, un aide, un soutien, tout ça, ça m'a beaucoup aidé, quoi.
Vivre mieux la détention, c'est le premier objectif, mais il faut aussi penser à la sortie. La prison, c'est un temps dans la vie des gens. Il y a un avant, il y a un après. Et on va travailler, bien sûr, pendant le temps de la prison, la perspective de la sortie. C'est d'ailleurs pour ça que, pour nous, c'est toujours très douloureux d'imaginer des sorties indéfiniment repoussées. C'est-à-dire que la question des longues peines se pose en termes de désespérance. Antoine, lui, est condamné à 18 ans de prison. Ce jour-là, il est transféré à l'hôpital de Marseille pour une tumeur cancéreuse. Il n'a qu'une envie, nous a-t-il dit, ne pas en réchapper. La politique maintenant avec le discours de Jacques Chirac devant le Parlement européen à Strasbourg, un discours qui marque le début de la présidence française. L'occasion pour Jacques Chirac de réaffirmer sa vision de l'Europe telle qu'il l'a décrite devant les parlementaires allemands au Reichstag et de promettre que l'Europe ne sera plus la même dans 6 mois. Mais son discours a aussi donné lieu à une série de passes d'armes avec les parlementaires français. Véronique Saint-Olive et Jean-Paul Chausset. La France préside l'Europe pour 6 mois et Jacques Chirac compte bien en profiter pour se poser en leader vis-à-vis des autres chefs d'État et de gouvernement et surtout pour apparaître comme celui qui prépare l'avenir de la France dans l'Europe de demain. En tandem avec le Premier ministre sur les dossiers concrets inscrits au calendrier, le président de la République se réserve les perspectives du long terme. Il est nécessaire, dans les périodes décisives, de regarder un peu plus loin que les échéances ou les préoccupations immédiates, de fixer le cap. Les ministres socialistes ne réagissent pas. Charles Pasqua bondit, Jacques Chirac réplique. La vérité, Madame la Présidente, Monsieur le Président en exercice de l'Union européenne, c'est que cette Europe est et restera condamnée à la fuite en avant. Je ne reconnais pas tout à fait dans ses propos et dans sa description l'Europe que nous construisons ensemble. Nous ne la regardons manifestement pas avec les mêmes lunettes. Les souverainistes trouvent que Jacques Chirac en fait trop. Les fédéralistes, eux, regrettent qu'il n'en fasse pas assez. Ce que j'aurais aimé entendre dans le discours du président de la République aujourd'hui, c'est le plan de l'architecte. Et le mot de constitution qui figurait la semaine dernière ne figurait pas aujourd'hui. Quand on vient de l'appel de Cochin, c'est pas mal, c'est ce que j'appelle la promiscuité politique. Maintenant, je dis Jacques Chirac, le caméléon politique. Mais Jacques Chirac veut surtout rassembler et, convaincu lui-même, convaincre le plus grand nombre que l'avenir d'une France forte s'inscrit désormais au cœur d'une Europe renforcée. Alors Christian-Marie Monod, bonsoir. Vous avez assisté au discours. Depuis le Reichstag, on peut dire que le président de la République a endossé les habits européens, non? Tout à fait. Le président Chirac a pris à bras le corps la présidence de l'Union européenne. Il n'a laissé à personne le soin de présenter les priorités françaises. En 1995, lors de la précédente présidence française, François Mitterrand n'avait pas fait le voyage jusqu'à Strasbourg. Aujourd'hui, Jacques Chirac a défini une feuille de route ambitieuse, saluée et applaudie par les socialistes et les Verts européens. Critiquée, on l'a entendu, par les Français, les souverainistes, avec un certain humour, Charles Pasqua, et avec une certaine virulence par le petit-fils du général de Gaulle. Pour éviter toute polémique avec le gouvernement, le président a évité de prononcer le mot « Constitution européenne », mais il a précisé qu'il fallait regarder plus loin. La vitesse a donc enclenché. Le moteur de la cohabitation doit tenir jusqu'à la fin de l'année. Jacques Chirac a donné rendez-vous au Parlement européen après le sommet de Nice, donc fin décembre de cette année. Il l'a promis, l'Union européenne ne sera plus du tout la même. C'est l'engagement de Strasbourg. Merci Christian-Marie. Et puis, sitôt son discours terminé, le chef de l'État s'est entretenu avec le père de Sonia Wendling, l'une des otages retenues sur l'île de Jolo depuis le 23 avril. Le chef de l'État a assuré que la question allait être traitée au niveau de l'Europe. Jérôme Bonny, Jérôme Soulard et Patrice Schumacher. Les Wendling comptent les jours depuis l'enlèvement de Sonia, 73 jours qui semblent interminables. Le président Chirac a reçu les parents et la sœur de l'otage française pendant une demi-heure. Il leur a répété combien il est sensible à leur détresse. Je leur ai dit que pour ma part, dans cette affaire, ayant hélas une longue expérience des discussions sur des prises d'otages, je leur ai dit que je ferais pour leur fille ce que je ferais pour la mienne. Il y a 7 otages européens parmi les 20 touristes détenus au sud des Philippines par le groupe indépendantiste Abu Sayyaf. Naturellement, il faut aussi du bon sens de la part des Philippins pour qu'on puisse aboutir. Il y a aujourd'hui, d'après vous, des moyens de pression. Le gouvernement français peut exercer une pression sur les Philippins. Il ne faut pas le poser comme ça, il faut le poser au niveau de l'Europe.
Et j'ai eu confirmation que de ce côté-là, il y a des moyens qui vont certainement être mis en évidence dans les prochains jours. Les images de Sonia Wandling se font rares. La dernière est cette photo prise le 25 juin. Depuis, le gouvernement philippin a suspendu les pourparlers avec les ravisseurs. Le président Chirac a affirmé que les autorités françaises font tout pour mettre fin au calvaire de Sonia et des autres otages, qui, a-t-il assuré, sont en bonne santé. L'affaire des faux électeurs à Paris, Xavière Tiberi, l'épouse du maire, a été mise en examen pour manœuvre frauduleuse de nature à fausser la sincérité du scrutin. Madame Tiberi ainsi qu'Anne-Marie Affray, la première adjointe au maire du 5e arrondissement, sont les 2e et 3e personnes mises en examen dans ce dossier après le secrétaire général de la mairie du 5e, Raymond Nantien, poursuivi dès hier. L'enquête d'Olivier Caroff et de Joël Bruyandet. Les aveux d'un de ses proches collaborateurs. Voici ce qui vaut à Xavière Tiberi une mise en examen dans l'affaire des faux électeurs. Celui qui accuse l'épouse du maire de Paris habite à l'intérieur même du fief des Tiberi, la mairie du 5e arrondissement. Il s'appelle Raymond Nantien, c'est le secrétaire général de la mairie. À ce poste, il a pu voir comment se fabriquaient des milliers de faux électeurs. Mis en examen, il affirme que Xavière Tiberi récupérait elle-même en pleine nuit les cartes électorales illégalement fabriquées. Pour cette tâche laborieuse, une fidèle parmi les fidèles l'aidait, Anne-Marie Affray, filmée ici lors du procès de Xavière Tiberi l'année dernière, elle aussi est mise en examen. Raymond Nantien prétend avoir lutté contre ces pratiques. En 1996, il dit avoir demandé à Jean Tiberi de rayer des listes électorales ces bataillons de faux électeurs. Le Canard enchaîné publie son récit de la réunion. Monsieur Tiberi m'a alors annoncé que si 10 électeurs étaient radiés, il était nécessaire d'en inscrire 8 nouveaux. J'ai compris à ce moment-là que Jean Tiberi refusait de nettoyer les listes électorales du 5e. Cet après-midi, lorsque nous avons interrogé Jean Tiberi sur ses déclarations, sa femme n'était pas encore mise en examen. Lui niait en bloc les accusations de Raymond Nantien. C'est une pure fantaisie. Pure fantaisie. Mensonger en fait. Merci. À 9 mois des élections municipales, la justice semble avoir accéléré le rythme. Il y a 2 semaines, perquisition du siège local du RPR. Aujourd'hui, 2 mises en examen. C'est bien un système organisé, planifié de fraude électorale que les juges d'instruction veulent mettre en évidence. Et pendant ce temps-là, la campagne pour les municipales se poursuit. Au chapitre de la sécurité, Jean Tiberi, justement, avait commandé un rapport sur l'instauration d'une police municipale dans la capitale. Ce rapport lui a été remis et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il ne fait pas plaisir à la police nationale. Joël Bruyandet et Diane Richard. C'est le maire de Paris lui-même qui a commandé ce rapport sur l'opportunité de créer une police municipale dans la capitale. Depuis des années, ce dossier empoisonne les relations entre l'hôtel de ville et la préfecture de police de Paris. Aujourd'hui, la commission qui a planché pendant 1 mois propose de créer un service parisien de protection, en d'autres termes, une police municipale. Il y a quelques semaines, ce débat avait presque tourné au conflit. Des policiers municipaux dont l'uniforme ressemble fort à celui de leurs collègues nationaux ont été dénoncés par les syndicats de police. Motif ? Ils étaient branchés sur la fréquence radio de la police nationale, or ils n'en ont absolument pas le droit. Hasard du calendrier ou provocation, disent certains, ce rapport est publié le jour même où la préfecture de police fête en grande pompe ses 200 ans. Et l'on retrouve sur place Jean Tiberi, le préfet de police et le ministre de l'Intérieur, tous deux farouches opposants à la police municipale. Je pense que ce ne serait pas une bonne chose. Je l'ai dit franchement et sincèrement. Et d'autres l'ont dit avant moi, y compris d'ailleurs le président de la République. Ça coûterait cher aux Parisiens et ça provoquerait inévitablement des conflits avec la préfecture de police. Monsieur Tiberi, vous en pensez quoi? Par correction, je ne veux pas engager un débat dans une manifestation sous la présidence du ministre. Même s'il préfère ne pas engager ici le débat, Jean Tiberi a annoncé qu'il prendra une décision avant la fin de l'année. En Corse, les élus nationalistes durcissent leur discours. Il n'y aura pas d'accord définitif sur l'avenir de l'île sans amnistie pour l'ensemble des prisonniers. C'est ce qu'a dit Jean-Guy Talamoni, l'un des 2 élus nationalistes qui participent aux discussions de Matignon à l'hebdomadaire L'Express. Une mise en garde qui concernerait tous les prisonniers, y compris ceux poursuivis pour des crimes de sang, autrement dit, y compris les assassins du préfet Erignac. Toute la journée dans l'Eure, le Calvados et la Seine-Maritime, les pompiers ont multiplié les interventions. Des orages
orages parfois très violents se sont abattus sur toute la région. La foudre a fait 2 victimes. Dans l'Eure, un homme qui ramassait des salades. Et puis en Seine-Maritime, en Seine-et-Marne, une femme qui se promenait dans le bois. Mais c'est au Havre que la situation est la plus préoccupante. Caroline Gauthier. En quelques minutes, la ville basse du Havre est submergée, la circulation est stoppée. Les habitants surpris n'ont pu que constater les dégâts. C'est vraiment la catastrophe, là j'ai tout perdu. Dès hier, Météo France avait lancé un bulletin d'alerte, mais dans certaines rues, le niveau d'eau a atteint près d'1 mètre. Les pompiers ont ainsi dû multiplier les interventions d'urgence. On se trouve confronté à effectivement des précipitations très fortes, plus des coefficients de marée importants. On est juste à l'heure actuelle en pleine haute mer, donc bien évidemment c'est surtout la ville basse qui actuellement est touchée. Aucune victime au Havre, en revanche. Dans l'Eure et en Seine-et-Marne, les orages, la foudre ont tué 2 personnes. Ce soir, la pluie a cessé, la décrue a commencé, mais demain, de nouvelles ondées sont à craindre. Et EDF tire les enseignements de la tempête de décembre. Elle annonce 50 milliards d'investissements sur 15 ans avec l'aide des communes pour mettre ces lignes à l'abri. Et puis la création d'une force d'intervention rapide. Les explications d'Hélène Vergne et de Frédéric Bon. 3 milliards de francs pendant les 15 prochaines années, c'est l'effort qui sera consenti par EDF pour la reconstruction du réseau électrique français, soit au total 50 milliards d'investissements. Première initiative, la création d'une unité d'intervention spécialisée. Composée d'une centaine d'hommes, cette force d'action rapide aura pour objectif de secourir 80% des clients privés d'électricité dans les 24 heures. Un programme ambitieux, car en décembre dernier, seule la moitié des Français touchés avaient été secourus aussi rapidement. Ensuite, et c'est un objectif primordial, il s'agit de rendre le réseau plus robuste, par exemple en enterrant davantage de lignes ou en les détournant des forêts. Mais tout cela coûte cher, c'est pourquoi EDF compte solliciter l'aide des collectivités locales qui détiennent 80% des lignes électriques. Je suis convaincu que les collectivités locales ne pourront pas suivre cet effort financier supplémentaire. C'est 1 milliard. Si c'est 30%, 1 milliard pendant 15 ans, c'est-à-dire 15 milliards. Il faut donc que nous arrivions à augmenter la solidarité nationale au profit de cette rénovation et certainement pas à la charge du contribuable local. Autrement dit, ce sont tous les Français consommateurs d'électricité qui pourraient financer la modernisation du réseau et faire qu'à l'avenir les lignes résistent à une tempête semblable à celle de l'hiver dernier. Car les études réalisées depuis démontrent qu'il y a 1 chance sur 4 pour que le phénomène se renouvelle d'ici à 30 ans. Les bons chiffres de l'automobile avec une hausse de 75% des immatriculations des voitures neuves en juin, un chiffre surprenant qui s'explique par la suppression du fameux millésime automobile, mais un chiffre qui traduit quand même un regain d'attrait pour la voiture et à ce jeu les constructeurs français s'en tirent plutôt bien. Gilles Barret et Patrick Deschmaker. Plus 75,4%, jamais les ventes de voitures n'avaient connu une telle accélération d'une année sur l'autre. Il est vrai que la suppression du millésime y est pour beaucoup. En effet, l'année dernière, plutôt que d'acheter en juin une voiture année 99, beaucoup attendaient le mois de juillet pour bénéficier du cru 2000. Maintenant c'est terminé, puisqu'il n'y a plus de millésime, les Français n'ont pas retardé leur achat et sont passés à l'acte avant de partir en vacances. Côté tendance, les consommateurs optent de plus en plus pour le diesel, 48% des ventes. Les voitures les plus vendues, la Mégane Scénic et la Clio. 2 modèles qui permettent à Renault d'être la marque leader devant Peugeot puis Citroën. Avec 40% d'acheteurs, les voitures étrangères séduisent, elles, de moins en moins. Le secret de la réussite française ? Ce secret, finalement, je vais le dévoiler, c'est un savant dosage de véhicules nouveaux, attractifs, à un prix compétitif. Et ce dosage devrait permettre de battre un nouveau record, puisqu'on estime que 2 300 000 voitures seront vendues en cette année 2000. À l'étranger maintenant, le coup de force du Conseil central de l'OLP. Les Palestiniens s'apprêtent à proclamer un État indépendant avec ou sans accord des Israéliens et en choisissant Jérusalem-Est pour capitale. Réaction des Israéliens, procéder de cette façon serait s'exclure de fait du processus de paix. À Jérusalem, Charles Anderlin. Cette résolution, Yasser Arafat la peaufinait depuis des semaines. C'est en fait un avertissement à Ehud Barak. Le Conseil central de l'OLP annonce sa détermination à proclamer l'État palestinien indépendant, avec Jérusalem pour capitale, d'ici la fin de la période intérimaire, le 13 septembre 2000. Dès la publication de ce texte, hier soir, l'entourage d'Ehud Barak a répondu par une mise en garde.
En cas de proclamation unilatérale de l'État palestinien, Israël annexerait les secteurs où se trouvent les implantations juives en Cisjordanie et à Gaza. David Lévy, le ministre des Affaires étrangères, a déclaré ce matin qu'une telle décision signifierait que les Palestiniens renoncent au processus de paix. En d'autres termes, une confrontation armée serait inévitable. La rue palestinienne, elle, ne croit pas vraiment à la proclamation de l'État en septembre prochain. Je crois qu'il y aura des problèmes et que cette proclamation sera repoussée comme elle l'a été à 5 reprises dans le passé. On a rêvé trop longtemps à notre indépendance par le combat ou par la négociation. Que ce soit avec ou sans martyrs, nous aurons notre État. Selon le dernier sondage, 38% seulement des Palestiniens croient qu'ils auront leur État dans moins de 3 mois. Une crise majeure pointe à l'horizon. Pour l'éviter, Ehud Barak demande à Bill Clinton d'organiser rapidement un sommet aux États-Unis avec Yasser Arafat. Pour l'instant, les Palestiniens posent des conditions et Ehud Barak sera demain à Paris. Il demandera au président Chirac d'intervenir auprès de Yasser Arafat pour qu'il accepte de se rendre à Washington. La situation paraît confuse en Côte d'Ivoire où le général président Robert Gueye était arrivé au pouvoir en décembre 1999 à la faveur d'un putsch. Il doit maintenant faire face à une fronde d'une partie de l'armée. Il s'agit, semble-t-il, de jeunes soldats qui réclament des primes spéciales pour leur participation justement au coup d'État militaire du 24 décembre. Richard Binet. Nous sommes venus pour balayer la maison. C'était juste après son coup d'État en décembre dernier. Le général Gueye voulait remettre de l'ordre en Côte d'Ivoire. À l'évidence, il n'y est pas parvenu. L'ancien chef d'état-major des armées s'était emparé du pouvoir en s'appuyant sur une poignée de mutins qui réclamaient leur solde, ceux-là même qui aujourd'hui se retournent contre lui. Les militaires, moi je les ai rencontrés donc à l'occasion de barrages. Ils revendiquent une somme de 6 millions de francs CFA qui leur a été promis par le général Gueye après le coup d'État de décembre. Elles sont reparties dans toute la ville. Ils bloquent totalement certains accès, comme la résidence du président Gueye, de la RTI, la radio-télévision ivoirienne, et du camp d'Akouedo, la poudrière du coup d'État de décembre. Joint à son domicile, le général Gueye se refuse à récompenser d'une quelconque manière ceux qui l'ont porté au pouvoir. Ils ont demandé qu'on donne 6 millions de francs à chaque soldat, mais ça fait une somme extrêmement colossale, 60 milliards, dans un pays où il y a eu déjà des vols, des pillages de deniers publics. Ça, c'est vraiment impensable. Le Quai d'Orsay a néanmoins conseillé aux 20 000 ressortissants français de limiter leurs déplacements au maximum. Jusqu'alors, les mutins se sont contentés de piller des magasins et de réquisitionner des véhicules, mais nul ne peut prévoir les réactions de jeunes soldats qui attendent toujours de toucher les dividendes de leur coup d'État. Mais ce soir, le calme semble revenu dans la ville. Le porte-parole des rebelles appelle ses camarades à rentrer dans leur caserne. Et puis à l'instant, le général Gueye se dit tout à fait ouvert au dialogue. À Dakar, c'est la chambre d'accusation du tribunal qui abandonne les poursuites contre l'ancien président Hissène Habré. Il était poursuivi pour complicité d'actes de torture. Cette décision des magistrats de Dakar provoque la réaction indignée des fédérations des droits de l'homme. On meurt encore du sida, c'est le slogan de la nouvelle campagne de prévention que lance aujourd'hui le gouvernement en France. Les chiffres sont accablants. Certes, les décès dus au sida sont beaucoup moins nombreux qu'en 1996 dans des pays développés comme la France, mais toutes les 2 heures en France, une nouvelle personne est contaminée. C'est en quelque sorte l'effet pervers du succès de la trithérapie. Les populations à risque et surtout les jeunes se sentent moins concernés. Florent Muller et Christian Autain. Non, absolument pas, le baiser n'est pas contaminant. Voici bientôt 17 ans que les Français se posent les mêmes questions sur le sida. Une méconnaissance d'autant plus grave que la vigilance de la population à l'égard du virus s'estompe. Et les comportements à risque se multiplient. Il y a une possibilité, effectivement, de passer un test à l'issue d'une période de 1 mois. Les jeunes de 15 à 19 ans sollicitent de moins en moins les conseils de sida Info Service. Partout en France, la vente des préservatifs est en baisse. Certes, depuis l'apparition des trithérapies en 1996, les décès dus au sida sont 5 fois moins nombreux. Une bénédiction pour les séropositifs. Mais l'espoir généré s'est substitué à la peur de l'épidémie. Aujourd'hui, avec ces nouveaux traitements, 46% des Français se disent moins inquiets, tandis que 24% jugent la prévention moins essentielle. Et pourtant, on meurt encore du sida.
Ce n'est pas une maladie chronique et donc pour les séronégatifs, ce n'est pas la possibilité de se dire bon il y a des médicaments au cas où j'attrape le sida. Si vous attrapez le sida, ça veut dire que vous êtes potentiellement encore possible d'avoir une maladie mortelle et vous avez aussi un traitement qui est très lourd à supporter avec des effets secondaires énormes. Mieux vaut donc prévenir que survivre, car en France, le sida frappe toujours plus. Aujourd'hui, 120 000 personnes vivent avec le VIH et l'on compte chaque année 4 000 à 6 000 nouvelles contaminations. Afin de ne pas céder à la fatalité devant l'immensité de la tâche à accomplir, une campagne nationale est lancée dès aujourd'hui. Le sida sera à l'affiche partout en France avec des slogans déclinés sur des thèmes d'actualité rappelant qu'une personne est contaminée toutes les 2 heures ou que chaque jour 12 Français sont infectés par le VIH. Dès la fin du mois de juillet, 3 spots publicitaires vous accompagneront sur les routes de l'été. Parce que surtout en vacances, l'insouciance n'est pas de saison. C'était le fleuron des sous-marins nucléaires français, le premier des SNLE, les sous-marins lanceurs d'engins. Son nom à lui seul était tout un programme, le Redoutable. Baptisé en grande pompe en 67 et désactivé 24 ans plus tard, il va prendre une retraite bien méritée, comme on dit, après ses 90 000 heures de plongée dans la future cité de la mer à Cherbourg. Ça sera la retraite et on pourra le visiter. Romuald de Bonan et Pascal Caron. De Redoutable, il n'a plus en fait que le nom, car le premier sous-marin nucléaire construit en France a été désarmé depuis 10 ans. La silhouette est toujours aussi imposante, mais privé de ses moteurs, le bateau longtemps redouté a dû être poussé sur sa zone de retraite définitive par des remorqueurs, sous les yeux de curieux venus suivre cette dernière manœuvre délicate. C'est étroit quand même. Hein. Vous savez, un navire qui n'a pas de propulsion, hein, il est pas maître de sa manœuvre. Hein. Ça c'est important. Hein. Je suis venu avec mon petit-fils, là. Moi, je l'ai vu mettre à l'eau, travailler dessus pour les chantiers atlantiques. Se protéger seul contre n'importe quelle menace. C'est pour cette indépendance française que le général de Gaulle lance en 1959 la construction de ce nouveau type de sous-marin lanceur d'engins. 9000 tonnes en plongée, 135 hommes et 16 missiles à son bord. Et aussi un avantage inédit pour l'époque, la propulsion nucléaire. Vous savez que vous pouvez mettre à 10 nœuds, 15 nœuds, 20 nœuds pendant... qu'on ne vient pas vous tirer par la manche en disant « Commandant, la batterie est à plat, il faut remonter à l'immersion périscopique, lancer le diesel au Schnorchel », c'est une révolution formidable. Il faut l'avoir vécu. Hein. En tout, 90 000 heures de plongée et 58 patrouilles opérationnelles. Mais c'est l'heure de rentrer au port, en cale sèche. Moment de nostalgie pour l'un des premiers sous-mariniers à avoir servi sur le Redoutable. Nous partions à zéro, nous partions dans le néant parce que le nucléaire c'est quand même quelque chose de très nouveau et nous avons suivi une formation très longue et suivre l'armement d'un bâtiment pendant 4 ans et demi c'est quand même assez difficile. Après 20 ans de discrétion sur les mers du globe, le Redoutable sera ouvert au grand public d'ici 2 ans. Le temps d'aménager les coursives de cette pièce majeure de l'armée française, devenue pièce maîtresse du musée de la Cité de la Mer à Cherbourg. Le football, au lendemain du triomphe des Bleus, place de la Concorde, une seule question, quelle est la recette miracle de l'équipe de France? Comment fait-on pour avoir de si bons joueurs qui s'exportent aussi bien à l'étranger? Un seul chiffre sur le groupe des 22 joueurs qui ont disputé l'Euro, 14 évoluaient déjà à l'étranger, 3 autres, Pires, Trezeguet et Barthez pour ne pas les nommer, vont les imiter et peut-être même un 4e en la personne de Sylvain Wiltord. Julien Réchon. Si les Bleus ont réussi à battre l'Italie et dominer la planète du ballon rond, c'est peut-être une victoire miracle, mais pas une victoire inexplicable. Au sein de l'équipe de France, Christophe Dugarry fait presque figure d'exception. L'année prochaine, avec Ramé, ils seront sans doute les seuls Bleus à jouer encore dans un club français. Pires à Arsenal, Barthez à Manchester, Trezeguet à la Juventus de Turin. L'exode français continue, ils ont tous opté pour des clubs étrangers. Je crois que le fait qu'il soit déjà plus talentueux que les autres, c'est certain, et que le fait qu'il ait joué à l'étranger, ce que beaucoup de gens décrivent aujourd'hui, parce qu'on voudrait que tous les joueurs restent en France, mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Je crois que ça leur a forgé un moral d'acier. Ils ont appris la haute compétition, ils sont toujours en haute compétition, que ce soit dans leurs championnats respectifs, italiens, espagnols ou anglais, parce qu'ils jouent souvent les premières places, ou dans les Coupes d'Europe. 31 ans, 101 sélections, 52 fois capitaine. Didier Deschamps a commencé sa carrière au centre de formation du FC Nantes, tout comme Marcel Desailly. Les centres de formation français sont un exemple en Europe. C'est ici que naissent les champions de demain, mais ce n'est pas au sein des clubs français qu'ils continueront de grandir. Raison fiscale, raison salariale, Marseille, Monaco ou le PSG ne peuvent rivaliser avec les grands clubs, italiens, espagnols ou anglais. Tout simplement une question d'offre et de demande. Et de demande, à partir du moment où on offre des salaires mirobolants à l'étranger, quoi qu'on y arrive en France,
eh bien les joueurs quittent, c'est leur carrière, ils ont que quelques années devant eux pour jouer au plus haut niveau. Champions du monde, champions d'Europe, les Bleus n'ont pas fini de s'expatrier et encore moins de gagner. Et conséquence de la défaite de l'Italie en finale de l'Euro, le sélectionneur Dino Zoff a décidé de passer la main. C'est sa façon de répliquer aux attaques très rudes dont il a été l'objet, notamment de la part de Silvio Berlusconi. Et puis une surprise de taille, la sprinteuse jamaïcaine Merlene Ottey, qui avait été suspendue l'an dernier pour dopage à la nandrolone, pourra bien participer au JO de Sydney. C'est ce qu'a décidé la commission d'arbitrage de la Fédération d'athlétisme en estimant que les analyses des laboratoires avaient été mal réalisées. Le tennis et les internationaux de Wimbledon. La numéro 1 mondiale Martina Hingis ne participera pas à la demi-finale. Elle a été éliminée en 3-7 par Venus Williams au terme d'un match splendide, 6-3, 4-6 et 6-4. Et puis l'autre sœur Williams, Serena, s'est qualifiée elle aussi pour les demi-finales en balayant Liza Raymond, une autre américaine, 6-2 et 6-0. C'est plus qu'un événement. Quincy Jones est ce soir à Paris pour diriger l'Orchestre national de France. Une façon pour lui de célébrer l'indépendance des États-Unis en ce 4 juillet. Et puis une façon aussi de rendre hommage à Duke Ellington, rencontre avec l'un des plus grands magiciens de la musique en général et du jazz en particulier. Pierre-Emmanuel Luneau et Christophe Leroux. C'est de l'amour, c'est de la bonne musique. La musique, c'est de l'amour. Impossible d'en douter en regardant et surtout en écoutant Quincy Jones diriger l'Orchestre national de France. Producteur de Frank Sinatra, de Ray Charles, de Charles Aznavour et même de Michael Jackson, c'est ce musicien génial et insatiable qui célèbre ce soir à Paris la fête nationale américaine. De quoi charmer les inconditionnels du classique. Je crois qu'il faut oublier les genres musicaux. Mon rêve, ce serait d'avoir une violoncelliste qui sache jouer Charlie Parker, Bo Diddley, James Brown ou Ray Charles. Mais aussi un saxophoniste qui connaisse Brahms ou du Bach. Plus de catégories, tout est de la bonne musique. De la bonne musique et aussi des bons copains. Pour cette soirée exceptionnelle, Quincy Jones a rappelé un ami de 40 ans. C'est merveilleux, quoi. Vous êtes accompagné par Quincy Jones. Le jazz sera bien sûr omniprésent ce soir, mais avec Quincy Jones et tous ses amis, il faudra s'attendre à toutes les surprises. Je crois que dans tout, il faut savoir oser. Et ce sont des gens qui osent. Au lieu de s'arrêter aux choses, ils vont plus loin. Ils vont essayer toujours d'aller plus loin, plus loin, plus loin. Oui. Voilà, c'est ce soir à Paris. On arrive à la fin de ce journal, je vous en rappelle les principaux titres. Le constat d'abord affligeant fait par les parlementaires dans les prisons françaises. Les conditions de vie, disent-ils, y sont indignes. Députés et sénateurs réclament un débat national sur la politique pénitentiaire. Et puis Jacques Chirac récidive devant le Parlement de Strasbourg. Le président de la République reprend les termes de son discours du Reichstag. Il promet que l'Europe ne sera plus la même à la fin de la présidence française. Mais son discours cet après-midi a tourné au débat de politique intérieure. Voilà, dans un instant, la météo, ce sera Sophie Davant. À 20h50, Parlez-moi d'amour. 23h05, même heure l'année prochaine, un film en hommage à Vittorio Gassman. 0h40, le journal de la nuit sera présenté par Florence Duprat. Demain, à 7h50, dans les 4 vérités, Gérard Morin recevra Bruno Leroux, député maire PS d'Épinay-sur-Seine. À 13h, ce sera bien sûr Carole Gessler et Rachid Arabe. Et j'aurai, moi, le plaisir de vous retrouver à 20h. Bonne soirée sur France 2.